Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette controverse sur l'Arabie Saoudite. À partir d'une revue qui s'appelle Wahed, qui est une revue qui est là. Alors, première chose à vous dire, on est désolé parce que des numéros devaient arriver et on a eu des problèmes de poste et tous les numéros ne sont pas là, donc on ne va pas pouvoir les mettre en vente comme on le fait d'habitude, mais il y a quand même quelques exemplaires qui sont là que vous pouvez regarder. Et donc, on a organisé cette controverse ce soir grâce à partir de cette revue Wahed qui a fait tout un numéro avec plusieurs articles sur l'Arabie Saoudite, ce qui nous a donné l'occasion d'avoir le plaisir de traiter à nouveau de ce pays qu'on a déjà traité à l'IREMO et en particulier avec Fatiha qui est ici présente. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans ce pays actuellement, comme vous avez pu le remarquer. Et donc, c'était une bonne occasion de revenir pour parler de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Alors, pour vous donner l'organisation de cette soirée, je vais d'abord donner la parole à Colline qui est ici et qui est à l'initiative de cette revue Wahed, qui va vous en dire quelques mots parce que c'est une revue qui n'est pas encore très connue, je crois, donc qui mérite en tous les cas de l'être en raison de la qualité du travail qui est fait, de l'intérêt que représente cette revue. Donc, je vais lui demander de présenter, d'en parler et de vous expliquer ce qu'est ce projet, quelle est la réalité de cette revue aujourd'hui. Ensuite, je donnerai la parole aux deux intervenants, en commençant par Rafad qui, lui, a écrit dans le numéro Wahed en question, qui est un journaliste syrien en exil aujourd'hui en France, qui a vécu longtemps, qui a grandi en Arabie Saoudite, qui a eu quelques déboires en Arabie Saoudite, parce qu'il avait beaucoup écrit sur son blog en faveur d'une monarchie constitutionnelle. Donc, il s'est retrouvé en prison. Il est parti, il a été expulsé d'Arabie Saoudite et renvoyé en Syrie. En Syrie, il a pris part à quelques manifestations au moment du début de la révolution et il a fini par fuir la Syrie, partir de la Syrie après avoir été en prison et il s'est retrouvé en France. Il est maintenant journaliste freelance à Paris. Et c'est lui donc qui a écrit cet article dans la revue sur l'histoire de l'Arabie Saoudite. Alors, il ne parlera pas de l'histoire, il ne va pas reprendre l'article avec les différentes étapes de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Vous pourrez lire l'article dans la revue. Mais il va plutôt nous parler de sa perception et de ce qu'il en est et de comment il voit les choses. Donc ça sera la première intervention. Et la deuxième intervention de Fatiha Dazieni, que vous connaissez ici à l'IREMO parce qu'elle est déjà venue à plusieurs reprises. Fatiha, qui est une spécialiste des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite en particulier, qui a écrit récemment son dernier ouvrage Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier l'année dernière et qui est en train de le réactualiser puisque le livre apparemment marche très bien, ce qui est une bonne chose. Et la réactualisation va sortir dans quelques mois. Et donc, Fatiha va réagir après l'intervention de Rafat pour donner, alors là on sera peut-être encore plus dans l'actualité, d'expliquer les transformations de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, comment ce pays est en train d'évoluer sur le plan politique, puisqu'on a quand même, je crois, les uns et les autres, un certain nombre d'interrogations sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce royaume qui est très peu connu, ou en tous les cas, ici, qu'on a du mal à appréhender, parce que c'est vrai que d'abord d'avoir des informations, c'est compliqué, même si certains journalistes arrivent et des chercheurs arrivent à y aller, y vont, font des entretiens et permettent de comprendre ou de commencer à appréhender cette réalité. Mais c'est une réalité qui parfois pour nous est un peu difficile en tous les cas à décrypter parce que c'est un monde qui est assez différent du monde auquel on est habitué en termes de politique, d'évolution, de société. Et donc je pense que cette réunion nous permettra d'y voir un peu plus clair. En tous les cas, c'est l'objectif. Donc, je demanderai à chacun d'entre vous de parler 20 minutes, une vingtaine de minutes, pour laisser après du temps aux échanges. On essaiera simplement d'arrêter peut-être vers 20h15 parce qu'un des deux intervenants a une contrainte ensuite. Donc voilà, j'essaierai de limiter le débat pour qu'on puisse voir le plus de choses. Colline, je vous donne tout de suite la parole pour présenter la revue et puis vous avez la gentillesse d'assurer l'interprétariat ensuite parce que Rafat parle français mais n'est pas suffisamment à l'aise et préfère passer, grâce à la présence de Colline, par le biais de l'interprétariat. Donc, je l'en remercie vivement d'être là et d'assurer cette tâche qui est une tâche toujours très, très difficile. Merci beaucoup. Merci. Wahed, un en arabe, est une revue mensuelle
de culture et d'actualité dédiées au monde arabe et aussi à d'autres problématiques qui touchent le monde arabe, mais qui se déroulent au-delà de ses frontières, qui est disponible en kiosque en France, donc en français et en arabe, et qui est mensuel. Donc voilà, vous pouvez retrouver chaque mois. C'est un magazine totalement indépendant, donc qui arrive à faire son chemin en gardant une indépendance financière et donc une indépendance évidemment de ligne éditoriale. Et donc c'est un magazine qui a commencé en début d'année. Nous en sommes maintenant au 5e numéro, donc qui est le numéro dont nous parlons aujourd'hui, que vous pouvez retrouver en kiosque, dont la thématique principale était dans les secrets de l'Arabie Saoudite. De manière générale, donc Wahed a toujours un dossier principal et après met vraiment l'accent sur du contenu relativement exclusif, notamment à travers la poésie et la littérature. Donc en plus du dossier principal qui va appréhender une thématique à travers un angle économique, politique, sociétal, il y aura toujours une rubrique littérature ou poésie qui permet de présenter en français de manière vraiment exclusive des auteurs arabophones. Et après, vous avez également un portfolio ce numéro-ci est le portfolio dont vous pouvez voir un extrait en couverture et qui est un travail qu'a réalisé une photographe franco-algérienne qui s'appelle Maya Inès Touam et qui a travaillé sur la femme algérienne dans ses multiples déclinaisons vestimentaires. Et enfin, vous avez une rubrique culturelle dont je m'occupe qui permet d'aborder de manière décalée mais en même temps pertinente, je l'espère, des thématiques historiques liées à la culture dans le monde arabe, liées également à la politique et qui ont des répercussions sur le présent. Le but de Wahed et son intérêt est vraiment de donner une visibilité et de donner une place à des auteurs, à des intellectuels et des plumes arabophones qui, à cause de la barrière de la langue, ne sont pas connus et ne sont pas du tout représentés dans les médias en Occident de langue française et de langue anglaise. Donc il y a vraiment ce rôle de passeur d'idées, de passeur de plumes, pour montrer qu'il existe une véritable production intellectuelle dans le monde arabe qu'on ne voit pas tout le temps à cause de cette barrière de la langue. Wahed permet également de continuer de permettre à des journalistes réfugiés en France ou à l'étranger de continuer à travailler en langue arabe dans un média français, ce qui était extrêmement important. Et enfin, le dernier but de Wahed est de pallier la lacune dans le paysage médiatique français actuel, notamment en termes de presse écrite, sur la présence de la langue arabe. Voilà, donc c'est vrai que à présent, aujourd'hui, c'est le seul média de presse écrite que vous allez pouvoir trouver en français et en arabe dans les kiosques. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Aussi une chose, c'est que donc Wahed aujourd'hui est distribué en France. Il se veut un peu une sorte de tête de proue donc de l'arabophonie en France et également en Occident. Donc nous avons de plus en plus d'abonnés, par exemple en Allemagne, aux États-Unis, qui, grâce à l'arabe aussi, parce que ce sont des publics dans des communautés arabophones, grâce à l'arabe aussi, peuvent avoir accès à des articles de langue française et vice-versa dans le monde arabe. Donc voilà, tête un peu de proue de l'arabophonie en France et dans les pays non arabophones, et tête de proue de la francophonie dans le monde arabe. Donc jusqu'à présent, nous avons les 4 derniers numéros ont été consacrés respectivement en une à l'éducation au Maroc, aux Kurdes, dans le monde arabe et à l'extérieur, aux Arabes en Amérique latine, donc avec toute cette histoire vraiment passionnante des migrations originaires du monde arabe dans le continent sud-américain, et enfin donc à l'Arabie saoudite. Concernant le prochain numéro, qui sera en kiosque en juin, il va porter sur la Syrie et sur la réconciliation en Syrie. Et le numéro d'été portera sur les présidentielles en Algérie. Donc voilà, à chaque fois, on essaye d'aborder une région différente. Peut-être plus tard, ce sera des thématiques différentes, mais en général, c'est un pays avec une thématique à chaque fois. Et pour le mondial, il y aura même un article sur l'histoire des relations entre foot et politique dans le monde arabe. Voilà, ça c'est pour la partie culture. Donc voilà, je laisse la parole aux intervenants, et si vous avez des questions sur la revue plus tard, je serai ravie d'y répondre.
Merci beaucoup, Colline, pour cette présentation de cette revue. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Rafat, qui va nous parler donc de l'Arabie Saoudite. Et donc, je vous conseillerais ensuite de pouvoir lire l'article qu'il a écrit justement dans cette revue. Mais je lui passe la parole pour 15-20 minutes à peu près. Et merci, Colline. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Rafat. J'ai écrit un dossier dans le magazine Wahed. Il y a 3000. D'abord, pardonnez-moi parce que moi je ne parle pas français très bien. Il y a juste dans 3000 mots. Donc, j'ai essayé écrire sur quelque chose plus sur le point plus important dans l'Arabie Saoudite. Dans la péninsule arabique depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, jusqu'à Mohammed Ben Salman qui arrive. Et j'ai écrit bien sûr sur les historiques qui dit le premier l'État saoudien. Et moi je trouve cette phrase il y a dans cette phrase beaucoup d'exagéré, parce qu'il n'y a pas vraiment l'État dans le XVIIIe siècle saoudien. Il y a un mouvement wahhabite, il est complètement comme Daesh aujourd'hui. Il n'y a pas aucune différence entre wahhabite dans le XVIIe siècle et Daesh aujourd'hui. Le deuxième qui dit deuxième l'État saoudien, aussi c'est pas deuxième l'État saoudien, c'est le deuxième mouvement de wahhabite en péninsule arabique. La deuxième, elle était différente que le premier, parce que les Turcs, ils ont dit pour Mohammed Ali Pasha en Égypte pour faire la guerre contre wahhabites. Donc, il y a beaucoup des armes égyptiennes et des armes d'Empire ottoman en péninsule arabique. Et les Wahhabites, ils ne peuvent pas encore pris toute la péninsule arabique comme le premier mouvement Wahhabite. Et le troisième qui commence avec roi Abdelaziz, qui vient du Koweït, qui aussi a pris toute la majorité de la péninsule arabique. Elle a trouvé des problèmes, Abdelaziz, avec un mouvement qui s'appelle Al-Ikhwan. Ikhwan min Allah. Ce n'est pas comme les frères musulmans en Égypte, c'est autre chose. Ikhwan min Allah, ça veut dire le frère qui suivent le Dieu, qui toujours d'accord avec le Dieu. Ce mouvement, ils ont fait djihad. Et quand Abdelaziz il a fait contrat avec le colonialisme angleterre en Irak, ils ont dit sur Abdelaziz il est kafir parce qu'il a fait contrat, il a fait des frontières entre nous et entre Irak, et c'est interdit parce qu'il veut prendre tout le monde. Ils sont djihadistes et leur chef, il s'appelle Juan, il s'appelle Faisal al-Douish et Sultan ibn Mjad. Et ils ont vraiment fait quelque chose de grave en péninsule arabique. Ils ont beaucoup de pouvoir, et plus que roi Abdelaziz. Mais roi Abdelaziz, il avait beaucoup de patience. Et il a attendu le temps pour faire la guerre contre eux. Et il y a un livre sur
الإخوان من طاع الله, écrit par Globe Basha. Il s'appelle الإخوان في الصحراء, si j'ai pas fait de faute. Et c'est par un soldat d'Angleterre. Il habite en pays arabe et il reste en pays arabe aussi. Et il marié avec une femme arabe et ses enfants maintenant ils sont arabes. Et il a écrit un livre sur les Khwan, comment ils ont fait des attaques contre l'Irak et comment l'Angleterre les frappe par avion et la difficulté dans cette période entre la guerre jusqu'à la bataille à Sbala qui Abdelaziz il a gagné parce qu'il a des armes plus fortes que les Khwan. Et les Khwan ils ont comme Globe Basha, quand il écrit dans son livre, ils ont tué les enfants, ils ont tué les femmes, ils ont tué, ils ont pris les argent de tout le monde. Mais quand ils ne peuvent pas passer dans l'Irak, ils ont fait attaque contre les Bédouins au Najd aussi. Contre les Bédouins qui sont pas avec eux. Donc, après ça, Abdelaziz il a fait la bataille. Après, quand Abdelaziz il a gagné la bataille contre l'Ikhwan, il a dit que je suis maintenant un roi. Parce que je pense avant, l'Ikhwan, il ne peut pas dire ça parce que le mouvement wahhabite, il n'est jamais fait djihad pour faire un roi. Il est toujours dire sur toutes les familles d'Al Saoud, imam. Il ne dit pas c'est un roi. Quand après ils ont trouvé le pétrole et la famille royale en Arabie Saoudite, ils ont été très riches. Ils ont voyagé, ils ont beaucoup d'argent. Et en général, ils ont essayé pour changer le pays. Ils ont essayé pour faire quelque chose de nouvel. Par exemple, si maintenant vous visitez Riyad, vous trouvez les tours, ils ont fait métro, ils ont fait des jardins, des musées, pour être comme l'État, comme tout l'État dans le monde. Je pense que moi-même, la majorité dans la famille royale en Arabie Saoudite, ils n'ont pas extrême. Ils n'ont pas avec les mouvements wahhabites extrêmes. Mais ils ne peuvent pas aussi traverser le point principal parce qu'ils n'ont arrivé pas comme famille royale par élection ou par quelque chose. Ils ont arrivé par le wahhabite. Donc, ils ne peuvent pas traverser... ils ne peuvent pas s'opposer voilà. totalement à ces mouvements-là. Exactement. Et en Arabie Saoudite, en général, ils ont essayé, le roi Saoud, il a essayé pour faire un parlement, il y a des parlementaires qui arrivent par élection, mais toujours les wahhabites, ils ont dit non, ils ont dit quelque chose comme ça. Et Faisal, il était plus proche du religion man que Saoud. Dans la période Faisal, c'est quelque chose, un Malik Faisal, c'est quelque chose que je n'écris pas. Il y a beaucoup de... Quand roi Faisal arrive en Arabie Saoudite, en général, les mouvements gauchistes en pays arabes, ils ont augmenté. Et ils ont des forces, plus que les islamistes. Par exemple, quand Jamal Abdel Nasser il a visité Jeddah, toute personne à Jeddah, ils ont sorti
pour voir Jamal Abdel Nasser. Et après, la police elle arrive pour dégager les gens. Ils ont fait comme manifestation. Et il y a aussi une fois que Jamal Abdel Nasser il a visité Riyad, les gens ils ont monté sur l'immeuble pour voir Jamal Abdel Nasser. Il y a beaucoup de gens. Et dans cette période, il était dans l'Arabie Saoudite des partis communistes, des partis Hizb al-Ba'ath, des partis al-Qawmi, comme Jamal Abdel Nasser, le Hizb al-Qawmi al-Arabi, parti national arabe, nationaliste. Et, ils ont été en prison. Dans la période du roi Faisal, il y a commence la prison politique. Mais cette prison était pour les gauchistes, pas pour les islamistes. Et la période du roi Faisal qui correspond à quelle, à peu près à quelle date de 65, 75. Dans cette période, il y a beaucoup de... Ils ont commencé, en fait, en Arabie Saoudite, les gauchistes, ils ont commencé avec Aramco. C'est Aramco, l'entreprise pour pétrole. Et quand ils ont fait Aramco, les Saoudiens, ils ne connaissaient pas lire, il n'y a pas des écoles. Donc, ils ont demandé les Palestiniens, et les Syriens, et les Égyptiens et les Libanais pour travailler sur les Saoudiens, pour donner comment on écrit en langue arabe et en langue anglaise. Pour enseigner l'arabe et la lecture aux Saoudiens. Voilà. Et ils ont donné des idées communistes, des idées nationalistes, des idées pour les Saoudiens. Et ils en existent dans cette période. Et il y a 2 livres sur cette période. Il s'appelle Al-Haraka al-Wataniya al-Saoudiya, le mouvement saoudite national. Al-Wataniya. National. D'accord. National. Ils parlent sur cette période et après, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des grèves dans l'entreprise Aramco. Et après, Nasser Saïd, il a appris, il était le plus connu, malgré il a commencé pas par Nasser Saïd. Et après Nasser Saïd, il a assassiné en Liban. Il y a aussi un roman par Turk El-Hamad. Il a écrit un roman, il s'appelle Al-Karadib. En fait, c'est 3 romans. Le premier, Al-Addama, il parle sur son enfance. Le deuxième, Al-Shmesi. Le troisième, Al-Karadib. Al-Karadib, il a parlé sur la prison politique à Jeddah. Il s'appelle Al-Karadib. Toutes les personnes qui emprisonnées, qui étaient emprisonnées dans Al-Karadib, ils ont été gauchistes en général. Il n'y a pas islamiste dans cette prison. C'est période de Faisal. Quand le roi Khaled arrive, c'est changé en Arabie Saoudite. Les Saoudiens, ils ont trouvé beaucoup d'argent. Par exemple, moi-même, j'avais un ami saoudien qui m'a dit quand j'étais enfant, je suis allé à l'école sans chaussures. Et mon enfant, il allait à l'école dans voiture. Donc, ils ont trouvé beaucoup d'argent et ils ont dit pour cet âge, Asr al-Tafra, âge Tafra, comme explosion. Expansion la période d'une expansion économique. Voilà. Et après cette période, jusqu'à Harb al-Khalij, la guerre, quand Saddam Hussein il a occupé le Koweït, et quand la famille royale elle demande aide de France, et des États-Unis et Angleterre contre Saddam Hussein, les mouvements wahhabites ils ont sorti, il y avait conflit d'entrée entre les mouvements wahhabites,
les religionman et la famille royale. Et ils reviennent en prison, mais dans cette période, les islamistes, ce n'est pas les gauchistes comme la période du roi Faisal. Après 11 septembre et après l'occupation de l'Irak, les mouvements de Al-Qaïda, ils ont bougé en Arabie Saoudite. Ils ont explosé beaucoup de camps. C'est camps pour les personnes occidentales qui arrivent de France, des États-Unis, qui habitent dans quartier. Et après cette période, les prisons, on peut dire il y a dans les prisons en Arabie Saoudite, parce que moi j'étais en prison à Al-Hayr, et j'étais en prison aussi Shar, c'est sud de l'Arabie Saoudite, Abha, en Asir. Il y a 90 ou 85% islamistes dans la prison. Il y a 15% ou 10% qui parlent, ils ont opinion, et à cause de ça, ils sont dans la prison. À la fin, je veux dire que j'ai écrit un dossier sur la famille royale en Arabie Saoudite, sur la politique, mais je n'ai pas écrit sur l'idée des Wahhabites, parce que les Wahhabites, ils ont dit nous sommes salafistes. C'est vrai, ils sont salafistes, mais ils ont un peu loin de salafistes. Par exemple, si on a lire Al-Aqida al-Tahawiyya, c'est une idéologie pour les salafistes, ou Al-Aqida al-Tudmuriyya, ou Al-Aqida al-Wasitiyya par Ibn Taymiyyah, c'est cheikh les salafistes. Quand on a trouvé les Wahhabites, ils ont écrit beaucoup expliqué des phrases Ibn Taymiyyah. Et quand ils ont expliqué les phrases, ils ont été plus loin. Et quelquefois, ils ont dit c'est pas vrai, c'est comme ça. Les Wahhabites, en fait, ils ont les salafistes, ils ont mélangé les salafistes avec quelque chose de bédouin de Najd. Najd, toujours, il était avant l'islam, dans conflit avec Al-Hijaz. Et quand le prophète Mohammed est mort, Najd il a sorti de l'islam. Et Khalid bin Walid il revient à Najd. Et toujours Najd il suit Al-Hijaz. Après le péninsule arabique, il suit Damas, après Bagdad, dans l'âge Omeyyade et l'âge Al-Abbasiyyin. Et on a trouvé la péninsule arabique, il a sorti de l'histoire dans cette période. Quand les Wahhabites arrivent, ils reviennent l'histoire dans cette... Et Najd, il revient. Et c'est la première fois avec les Wahhabites quand Najd, il a vaincre Al-Hijaz aujourd'hui. Donc, c'est le dernier exemple. Par exemple, ils ont détruit beaucoup de patrimoine Al-Hijaz. Mais si on est allé à Riyad, on a trouvé ils ont construit beaucoup de choses pour donner les choses du roi Abdelaziz, les choses du roi blablabla. Par exemple, on a trouvé crayon d'Ibn Uthaymin chez un cheikh wahhabite. Ad-Dir'iyya, c'est les villes d'Al Saoud. Il était... il ne cassait pas, il est dans le patrimoine. Il a été restauré et respecté. Aussi, quand on est allé par exemple à Mecque, on va trouver des portes pour entrer dans la mosquée sacrée. On va trouver porte roi Fahad, porte roi Faisal, porte roi. Ils ont un peu donné leur identité sur Mecque et sur ça. Dernière chose, désolé. Maintenant, les périodes de Mohammed bin Salman, en fait, je suis d'accord avec les femmes pour conduire, bien sûr, en Arabie Saoudite. Je suis d'accord pour... il a permis pour les femmes d'entrer dans le stade, il a permis beaucoup de choses. Le cinéma, par exemple, c'est quelque chose de très bien. Mais on a deux choses.
la première chose, ce n'est pas Mohammed Ben Salman qui fait. Le gouvernement en Arabie Saoudite, il travaille sur ça depuis 11 septembre. Après 11 septembre. Jusqu'à maintenant. Mohammed Ben Salman, il a juste arrivé et accueilli les résultats. Cueilli les résultats. Il a fait comme ça. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a maintenant plus de pression sur les journalistes en Arabie Saoudite et sur les réseaux sociaux en Arabie Saoudite. La période, il n'a jamais été comme aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est quelque chose d'important. Le problème en occidental, qu'ils ont se sont concentrés sur quelque chose, droit de femme, et oublier autre chose. Je pense l'autre chose aussi, elle est importante. Et merci beaucoup. Et pardonnez-moi autrefois parce que je ne parle pas français très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et bravo de l'avoir faite en français parce que c'était un défi et que vous avez merveilleusement bien relevé. Donc merci beaucoup. Et vos dernières phrases vont permettre une jonction formidable avec ce que Fatiha avait prévu de dire, si je le crois, la discussion qu'on a eue avant de venir. Et donc je pense que ça va être effectivement une très bonne continuité de ce qu'a dit Rafat pour l'instant, à savoir qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette Arabie Saoudite et ce Mohammed Ben Salman qui effectivement s'inscrit dans une histoire. Il n'arrive pas comme ça, parachuté. Et c'est exactement ce que vient de dire Rafat en parlant de ces fruits qu'il a cueillis, mais qui sont le résultat d'évolutions qui avaient été lancées, et en particulier par Abdallah. J'ai le micro. Ça marche? Oui, ça marche. Je voudrais remercier Rafat pour c'est d'exposer cette profondeur historique, parce que c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à ce que je vais pouvoir aussi dire. Et j'ai beaucoup apprécié justement le couplage que vous faisiez sur l'hégémonie des Al Saoud plus l'aristocratie Al-Sheikh, donc les descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et tous les deux ont trusté effectivement via un pacte finalement l'identité de cette Arabie Saoudite qui est extrêmement plurielle, extrêmement riche, extrêmement diversifiée, mais qui a été effectivement homogénéisée à travers une réécriture de l'histoire du Najd au détriment, par exemple, effectivement, du Hejaz, qui est la province, vous savez, occidentale, historique et qui rayonne depuis toujours. Et donc, de ce point de vue-là, je trouvais ça très intéressant. Juste une petite observation, quand vous dites que les Wahhabs, finalement, c'est les Daesh d'aujourd'hui. Moi, je dirais plus que c'est le mouvement des Irwan, qui est l'équivalent de Daesh, dans le sens où les Irwan, très sincèrement, ont fait cette conquête des territoires pour unifier le royaume, mais ils voulaient aller, bien sûr... Ils voulaient unifier le monde, parce que c'est Dar al-Islam. Ouais. Et des frontières par des Britanniques, c'est quelque chose de complètement superflu. Et donc, effectivement, dès le départ, finalement, le pacte entre Saoud et Wahhabites est confrontationnel. Parce que les Saouds ont toujours eu une volonté politique de régner sur le pays, alors que les Ikhwan et les Ulama, eux, voulaient un État islamique sans frontières. Donc la confrontation est née en fait dès l'origine du troisième État Al-Saoud. Moi je resterai assez pédagogique et je parlerai de troisième État Al-Saoud avec la création du royaume d'Arabie Saoudite par le roi Ibn Saoud. Donc. Bon, pour rapidement donc, faire un saut sur l'actualité, puisque je crois que c'est ça qui vous intéresse aussi, je suis tout à fait d'accord avec Rafat quand il dit qu'effectivement Mohammed Ben Salman recueille finalement les fruits, notamment de la politique du Malik Abdallah, le roi Abdallah, qui est celui qui a effectivement introduit l'ouverture aux femmes. C'était d'ailleurs un roi très aimé, très populaire, qui a fait que la famille Al-Saoud s'est finalement réconciliée avec sa population, contrairement au roi Fahd qui était lui vraiment honni et détesté. Et donc c'est vrai que le roi Abdallah était ce vieux monsieur assez sage, assez consensuel, qui faisait justement, où c'était vraiment l'art de la politique du statu quo et en même temps du consensus.
il a été heureux pour l'histoire de l'Arabie Saoudite qu'ils aient ce roi après les attentats du 11 septembre 2001, parce que c'est quand même lui qui a réussi un petit peu à réconcilier un petit peu l'Occident et l'Arabie Saoudite, hein, et également à établir ensuite un dialogue national, à essayer de réconcilier un peu les points de vue, d'apaiser les tensions, même au sein de l'establishment dit wahhabite, avec la reconnaissance des autres écoles de jurisprudence islamique, où il a mis des malikites, il a mis d'autres écoles au sein du Haut Conseil des oulémas, ce qui est une première. Il a essayé effectivement d'avoir un dialogue avec les chiites également, ce qui n'est pas tout à fait nouveau, il faut le dire, chez les Al-Saoud, parce que, comme le disait un peu Rafat, c'est vrai que Ibn Saoud, par rapport aux Wahhabites, était beaucoup plus tolérant, même vis-à-vis des chiites, parce que les Wahhabites, quand ils ont conquis, aidé Ibn Saoud à conquérir un petit peu et à unifier le royaume, ils éradiquaient tout ce qui n'était pas avec eux. Et les chiites, les soufis ont été massacrés. Hein. Et il a fallu que Ibn Saoud intervienne avec l'accord des oulémas pour proscrire ce type d'action. Donc, c'était pas la première fois que les Al-Saoud intervenaient contre l'extrémisme jusqu'au boutiste des religieux à cette époque. Et puis, ça a continué avec le roi Abdallah qui a essayé, qui a effectivement contribué à créer plus de mosquées chiites et à faire en sorte que, et pareil pour les soufis, qui sont encore plus honnis que les chiites par les salafistes wahhabites. Hein. Donc voilà, il y a eu toute cette période, et donc Abdallah, le roi Abdallah a donc été ce roi du consensus et du dialogue jusqu'à l'avènement des printemps arabes, parce que là c'est la date rupture, même sous le roi Abdallah. C'est le roi Abdallah quand même qui va embastiller tous ces activistes pacifistes qui étaient pourtant pas des dangers pour la sécurité de l'État, mais le fameux avocat Walid Aboul Khair, hein, qui est un grand pacifiste, un grand avocat, était quand même condamné à cette période à 15 ans de prison. C'était sous... alors c'est vrai que l'homme de main, le monsieur sécurité, c'était Mohamed Ben Nayef, l'ancien prince héritier et l'ancien ministre de l'Intérieur, mais le roi Abdallah, évidemment, ça se faisait avec son accord. Donc, il y a eu une réaction à ces printemps arabes de panique totale de la part de l'Arabie saoudite et du roi Abdallah en particulier, notamment quand l'Égypte a basculé. Hein, et quand, en plus de ça, suite à l'abandon par l'armée égyptienne de Moubarak, l'abandon de Moubarak par Obama et tout ce divorce qu'il y a eu entre les Al-Saoud, les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'administration Obama, parce que effectivement, c'est vrai qu'Obama avait une certaine bienveillance par rapport à ce renouveau, toute cette jeunesse arabe qui se révoltait, qui réclamait plus de dignité, de travail, enfin bon, bref. Et ce qui fait qu'Obama avait un regard plutôt bienveillant, même pour les mouvements d'islam politique, Al-Nahda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte, etc. Et donc ça a été vécu, mais alors comme la pire des trahisons par l'Arabie saoudite et puis tous ses voisins. Hein. Donc l'Arabie saoudite devient vraiment le fer de lance de la réaction au printemps arabe. Et ça se ressent immédiatement sur le plan intérieur. Et au sein du Conseil de coopération du Golfe, il y a eu, je me souviens, c'était en novembre 2012, la signature d'un accord de sécurité renforcé entre les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Vous les connaissez tous, hein. C'est les 6 monarchies, qui sont d'ailleurs extrêmement fâchées aujourd'hui, on y reviendra peut-être après, et qui ont donc décidé d'un commun accord de mesures liberticides, d'homogénéiser leur appareil judiciaire et sécuritaire, pour mettre en prison, alors par exemple à Koweït, on pouvait parfaitement mettre en prison un Saoudien qui, par exemple, insultait, ou pas insultait, ou qui critiquait, qui avait le malheur de critiquer tel cheikh de la famille Al-Sabah ou de la famille des Émirats, etc. Ça, c'est crime de lèse-majesté, donc ça faisait consensus, et tous les pays, y compris Oman, Qatar, tout le monde, étaient d'accord pour adopter ces mesures très dures. Hein. Donc, vraiment, la dureté vis-à-vis des droits de l'homme, elle a été
renforcée avec le déclenchement des printemps arabes. Donc c'est plus tellement seulement la population étrangère expatriée qui est sous la férule et le contrôle des autorités, mais beaucoup plus la population locale. Les nationaux sont dorénavant, et ça a toujours été un peu vrai, mais ça devient systématique, les moindres critiques sur les caps de politique étrangère, deviennent crise de lèse-majesté et atteinte à la sûreté de l'État. Et là, ça se renforce d'autant plus avec le jeune Mohammed bin Salman, qui s'est donc beaucoup inspiré des idées de son oncle Abdallah, mais qui, lui, contrairement au roi Abdallah, parce qu'ils n'ont pas le même âge, bien sûr, a profité de sa grande jeunesse et de son côté très charismatique et assez brut de décoffrage pour être extrêmement volontariste. En plus de ça, avoir un discours en darija, en dialectal. Hein. Il ne s'exprime pas en arabe très précieux, hein, Mohammed bin Salman. Hein. Il s'occupe en saoudien, najdi, patriote. Ça, c'est sa marque de fabrique. Ça plaît énormément. Ça percute, c'est clair. Et il a ce langage directif, cette politique volontariste, et puis qui décoiffe, hein, parce qu'il n'hésite pas à perturber et voire à bousculer, hein, que ce soit ses pairs de l'ancienne génération. On l'a vu, hein, cette purge, elle a quand même eu cet effet spectaculaire de mettre en prison les princes les plus puissants. Hein. Mehtab Ben Abdallah, c'est pas n'importe qui, c'était le ministre de la Garde nationale. Bon, il a certainement éliminé l'un de ses adversaires les plus importants, après avoir fait éliminer via son père, bien sûr, l'ancien prince héritier, Mohammed Ben Nayef, en juin 2017, et devenir donc cet homme fort. Donc, en accord avec son père, parce qu'il ne faut pas oublier que si Ben Salman est là, c'est parce que son père l'a voulu. Et le roi Salman, Arafat n'en a pas parlé, mais c'est une personnalité très particulière de la famille royale. C'était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, de très craint au sein de la famille, à tel point que le roi Fahd en avait fait le chef de famille. Hein. C'est lui qui réglait les conflits au sein de la famille, qui organisait les mariages, puisque c'est des mariages politiques, hein, comme chez nous, hein, dans les monarchies occidentales, on avait des mariages politiques, en Arabie c'est pareil. Et donc c'est vraiment l'homme fort de la famille, l'arbitre, et c'est cette stature-là qui y voit en son fils le même tempérament. Hein. Donc ce tempérament ultra-autoritaire, décisif, et il voit en lui quelqu'un qui est capable de bousculer les choses, ça je crois qu'il ne s'est pas trompé, et de les appliquer, et il voit en lui vraiment quelqu'un qui est capable de transformer, même de la manière la plus radicale, méthodique, le royaume. Hein. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Et en plus de ça, le roi Salman non seulement est craint et respecté dans la famille royale, alors peut-être moins maintenant parce qu'il est plus sujet, alors on ne critique pas ouvertement le roi, encore moins son fils, mais c'est sûr que les Al Saoud ne sont pas du tout contents du choix du roi. Hein. Il n'a pas du tout été accepté, hein, Ben Salman. Hein. Donc pour la première fois, on a affaire à un jeune prince qui risque de devenir très probablement roi, qui surfe sur une légitimité qui n'est plus du tout celle qui était celle des anciens princes héritiers et des futurs rois. C'est-à-dire que, en général, c'est au sein de la famille, il y a un accord, il y a un consensus, et donc le choix du prince héritier et du futur roi se fait vraiment à l'ombre de tout, mais en accord avec les principaux princes de la famille. Et là, ce choix a été clairement imposé par le roi Salman, même s'il y a eu simplement 3 voix qui se sont ouvertement opposées à ce choix. C'est clair que le choix de Ben Salman ne faisait pas du tout autorité au sein de la famille Al Saoud. Le clergé, lui, n'a absolument pas son mot à dire hein, dans la sélection d'un futur roi. C'est vrai que le clergé est important pour valider les décisions, mais dans le choix du prince héritier et du roi, l'establishment religieux est totalement écarté. C'est ce qui me fait dire que, bien sûr, l'Arabie saoudite n'a jamais été une théocratie. Hein. C'est vraiment un pouvoir politique qui a toujours utilisé le religieux, mais qui
qui a un besoin inconditionnel de l'establishment religieux pour régner. Et là, on voit aussi Ben Salman, alors non seulement il sort sur une autre légitimité, et c'est pourquoi il compte beaucoup sur la jeunesse et qu'il en fait des tonnes pour s'adresser à la jeunesse, sa fameuse fondation Misk, c'est le fait que voilà, il a 32 ans, et que seul lui peut réellement incarner les aspirations des jeunes, il les comprend mieux que personne, et bien mieux que les grabataires octogénaires qui l'ont précédé, et donc tout ça fait un petit peu, effectivement, fait son effet. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de faire des centaines d'heures d'entretien avec des jeunes au cours de cette année 2017. Alors, bien sûr, je ne prétends pas du tout considérer que c'est un échantillon représentatif, puisqu'il s'agissait d'une trentaine de jeunes, en plus de ça, tous à Riyad. Mais très clairement, c'est vrai que quand je les interrogeais un peu sur leur perception de ce qui se passait, sur la fameuse vision 2030, etc., alors même s'ils n'ont pas une idée très précise du contenu de cette vision, très, très clairement, ce qui apparaissait, c'est que cette nouveauté, même radicale, et cet autoritarisme même radical, leur plaisait beaucoup. Ils considèrent que cet autoritarisme, cette verticalité du pouvoir, c'est ce qui a toujours manqué en Arabie Saoudite, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des étapes décisives qui passent. Et qu'avant, c'était effectivement un roi sympathique qui prenait soin de ne pas trop perturber les équilibres en place, mais le statu quo, ça restait quand même très immobile, tout ça. Et là, effectivement, avec le jeune homme, là, ça dépote, de tous les points de vue, d'ailleurs. Alors, comme le disait très bien Rafat, alors il y a cette transformation en modernité apparente qui plaît, bien sûr, ici en Occident, parce que, évidemment, dès que vous dites le mot islamisme, ça fait hérisser les poils de partout. Et les gens ont plutôt tendance à trouver sympathique le fait qu'un futur roi saoud s'attaque à l'extrémisme. Alors qu'est-ce qui met derrière ce mot extrémisme ? C'est bien ça le problème. Parce que jusqu'à présent, pour nous, l'extrémisme, c'est cette intolérance du wahhabisme, ultra-communautaire, très sectaire, et c'est pas tellement les frères musulmans qu'on a en tête quand on parle d'extrémisme islamiste. Et il est clair que Ben Salman, avec son acolyte et son maître à penser, Mohammed Ben Zayed d'Abu Dhabi, ils ont un nouveau cap politique, c'est partir en croisade contre le mouvement des frères musulmans, et c'est ce qui explique aussi la crise avec le Qatar, et en partie, là je schématise un peu, il y a bien d'autres raisons, mais il y a aussi cet aspect-là. Derrière le mot « on va lutter contre l'extrémisme », il faut quand même s'entendre sur ce que veut dire extrémisme, terrorisme, etc., et prendre garde, effectivement, à ne pas faire d'amalgame. Parce que dans l'esprit de Ben Zayed et Ben Salman, c'est clairement interdire toute alternative politique. Et la seule alternative politique qui est capable de mobiliser, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus faible qu'avant, ce sont effectivement les mouvements apparentés, les courants apparentés au mouvement des frères musulmans, les Sahwa, comme dit Stéphane Lacroix. Et donc c'est ça qui leur... le trouillomètre est vraiment au top niveau, à ce niveau-là. Et parce que c'est assez facile de dire on déclare la guerre à Daesh, personne ne va vous contredire, c'est évident. Donc voilà, il y a ces éléments. Et puis moi, ce qui me frappe beaucoup, effectivement, c'est que, évidemment, l'Arabie Saoudite n'a jamais été plurielle, démocratique, mais ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point les gens ont peur de s'exprimer aujourd'hui au sein du royaume, parce que ce n'était pas du tout le cas avant. Contrairement à ce qu'on pense, en Arabie Saoudite, moi j'ai eu très facilement des discussions politiques avec des gens, sans forcément, dans la discussion comme ça, sans essayer d'orienter alors qu'au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Oman, alors là c'est walou, les gens ne parlent pas politique, s'auto-censurent, et ça depuis toujours. Les seuls pays où vous avez cette expression assez plurielle, c'est traditionnellement le Koweït, bien sûr, premier niveau. Il y avait Bahreïn, avant effectivement que le Bahreïn devienne un satellite saoudien.
et l'Arabie saoudite, où les gens s'exprimaient facilement. Alors évidemment, ils connaissaient les lignes rouges. Il ne s'agissait pas de parler en mauvais termes du roi ou des questions affairistes de la famille royale. Donc de ce point de vue-là, ils savaient où s'autocensurer. Aujourd'hui, on ne sait plus où sont les lignes rouges. Vous critiquez le fait que l'Arabie saoudite a une politique invraisemblable et trop dure vis-à-vis du Qatar. Le lendemain, vous êtes dans les oubliettes. Critiquer même la vision 2030, etc. Aujourd'hui, c'est quand même... il y a des économistes qui sont en prison pour avoir critiqué justement le fait de brader Aramco alors que le prix était très bas. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la politique du prince héritier, c'est clairement d'essayer de faire remonter les cours et reporter toujours la fameuse... cotation en bourse d'Aramco. Donc dès que, si vous voulez, des critiques ou des choses sont formulées depuis la société civile, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre au silence. Le changement, c'est moi. Je parle de Mohammed bin Salman, bien sûr. C'est lui, et quand ça vient de lui, ça va. Maintenant, quand il y a des voix qui s'élèvent, notamment ces femmes, ce qui était très choquant, c'est que les 3 premières femmes qui ont été arrêtées, c'était des sexagénaires, septuagénaires, c'était des anciennes professeurs, des grands-mères. Ça a beaucoup choqué en Arabie saoudite. Mettre comme ça en prison des femmes insoupçonnables, des premières militantes de la première heure des droits des femmes, des droits de conduire, quand les Koweïtiennes sont arrivées en masse en Arabie. Elles, les Koweïtiennes, normalement, elles prenaient leur voiture et elles se baladaient en Arabie. Et là, les Saoudiennes ont dit, non, mais si les Koweïtiennes le font, pourquoi est-ce que nous, on ne va pas le faire? C'est quoi cette affaire? Et ces 3 femmes étaient parties de ce mouvement. Et donc, parce qu'elles ont été un peu plus loin que les revendications pseudo-autorisées, à savoir, elles militaient pour la fin du mahram, la tutelle masculine, vous êtes passible d'être condamné pour haute trahison et collusion avec l'ennemi étant le Qatar. Donc, on a quand même une ambiance et une atmosphère extrêmement délétère, moi, que j'ai jamais vue. Vraiment, c'est donc, au-delà de la réaction au printemps arabe, etc., on est dans une ambiance quand même délétère, extrêmement inquiétante, ultra agressive, et ça, c'est un ton très nouveau des dirigeants. Les dirigeants du Golfe se sont toujours entendus entre eux, même s'ils passaient leur temps peut-être à s'invectiver, mais au moins c'était entre eux. Ça n'apparaissait jamais. Là, aujourd'hui, vous avez vraiment la querelle avec le Qatar, elle atteint des proportions absolument inouïes. On est dans la cyberattaque, dans la diffamation. Vous avez des tas de centres d'information pour contrôler les réseaux sociaux, pour diffuser des fausses informations. Bon, les Qataris se défendent de la même manière. Je ne mets pas le Qatar à part. Mais pour le coup, c'est vrai que le Qatar apparaît clairement comme la victime d'une machination quand même. Et on n'a jamais vu ça. Cette crise de confiance entre les rulers, entre ces monarques, moi, c'est ce qui fait dire que le Conseil de coopération du Golfe est mort et que je ne vois vraiment pas comment il peut ressusciter, parce qu'on ne peut pas ressusciter une telle rupture de confiance, à moins que le nouvel binôme fort aujourd'hui, Riyad-Abu Dhabi, on ne sait pas s'il va durer, Allahu Ya'lam, ça on n'en sait rien du tout, mais pour le moment tout marche très fort entre eux, et ils se sentent si forts qu'ils veulent vraiment imposer leur dictat au reste des autres pays. Je veux dire, les monarchies du Koweït et du Sultanat d'Oman sont extrêmement inquiètes par tout ce qui se passe, parce que ils ont essayé de faire plier le Qatar. Le Qatar souffre un petit peu en silence quand même, parce que c'est très coûteux ce boycott. Mais quand même, le Qatar s'en sort quand même plutôt bien. C'est vrai que les Émirats et l'Arabie saoudite n'ont pas réussi à faire plier le Qatar jusqu'à présent. À tel point que même Trump essaye de convaincre ses grands copains d'être raisonnables. C'est Trump qui leur demande d'être raisonnables, vous imaginez. Et c'est vous dire un peu l'inextricabilité de cette crise. C'est très compliqué. Et on est dans une atmosphère, mais alors moi, vraiment, j'ai jamais vu. Donc,
Bon, j'ai été un peu plus loin que ce que... Non. Mais voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que les interventions étaient extrêmement complémentaires. J'imagine que vous avez un certain nombre de questions après ces deux interventions. Donc, il y a un micro. Aude n'est pas là. Ah, si. Est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de les regrouper pour laisser le plus de temps possible au débat. Qui souhaite prendre la parole? Anne, il y a deux monsieur devant. Merci à tous, à toutes, puisque vous êtes majoritaires. C'est vrai, ça. J'ai quelques petites questions, mais je commence par la première, puis la suivante, si le temps le permet. Salman a déclaré, à ma connaissance, lors de son séjour aux États-Unis, que, à la demande des Américains à l'époque, quand la Russie, l'URSS a envahi l'Afghanistan, à la demande des Russes, une certaine internationale islamique wahhabite a été organisée, financée par l'Arabie saoudite, et on voit le résultat. Est-ce que le wahhabisme est diffusé partout, avec très souvent l'aide des chefs d'État arabo-musulmans. Et on a commencé par détruire le contenu des manuels scolaires avant, pour introduire le wahhabisme partout dans ces manuels scolaires. Afrique du Nord, l'Égypte, etc. Ma question maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, même si l'Arabie de Salman arrête de financer ces mouvements wahhabites, le mouvement n'est pas du tout maintenant, a-t-il prospéré, il n'a plus besoin de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire il est devenu grand et le monstre de Frankenstein est maintenant tout à fait autonome. Il peut s'en passer de l'Arabie saoudite. Merci. On va peut-être prendre 2-3 questions. Oui, à propos du Yémen, il n'a pas été fait mention du tout de la situation au Yémen et de l'intervention de l'Arabie saoudite. Mais qu'est-ce que, d'abord, qu'en dites-vous? Et d'autre part, les entretiens que vous avez pu avoir avec des jeunes, qu'est-ce que ça représente pour eux? Et est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter aujourd'hui dans la population saoudienne? Encore une et puis après on... Oui, enfin c'est intéressant, mais ce que vous avez dit relève plutôt du cosmétique. Or, il y a un dossier qui me paraît beaucoup plus brûlant, c'est celui de la collusion entre l'Arabie et Israël, bénie par les États-Unis. C'était pas le sujet. Si vous pouviez nous éclairer là-dessus, c'est un vaste sujet, mais pour nous autres qui ne sommes pas du Golfe, on s'en fiche un peu que les femmes conduisent ou pas, ou que les jeunes puissent aller voir des navets américains. Ça, non mais Youssef est toujours dans la provocation. Une fois de plus, ça ne me surprend guère. Non, que la question se pose effectivement sur la relation, mais ce qui a été dit auparavant n'est pas pour autant cosmétique. Je tiens à le préciser. Alors, qui veut commencer à prendre la parole pour répondre? Ah oui, d'accord. Moi, juste, je veux dire que oui. Le livre que je le dis qui parle sur le Ikhwan, War in Desert, par John Bagot, Globe Basha. C'est nom le livre, parce que peut-être que j'ai dit le nom. Aussi en arabe, vous l'avez dit. Ouais. Aussi, quand j'ai dit que comme Daesh, j'ai parlé sur le premier mouvement wahhabite. Dans le XVIIe siècle, ils ont par exemple brûlé les chambres de café au Yémen. Ils ont par exemple cassé les tombeaux d'Al-Hussein en Karbala. Prenaient tout l'or. Aussi, il y a
en roman, il s'appelle Masihi fi Mecca, chrétienne à Mecque, qui parle quand sur Ali Baye al-Abbasi, une personne chrétienne qui dit je suis musulman est entré à Mecque, et quand il a entré à Mecque, les Wahhabites ils ont entré aussi, et il a écrit quelque chose. Les romans ils parlent sur un Mecque mustashrak, occidental. Voilà. Juste, je veux dire les deux choses. La question, je réponds. Voilà. Pour votre question, en fait, les Wahhabites, quand ils sont allés en Afghanistan, ils ont une relation très bien avec les États-Unis. Ils n'ont pas de problème avec l'occidental. Ils ont problème toujours avec les Russes. Et Abdallah Azzam, il est salafiste palestinien qui dit pour Bin Laden on doit aussi libérer Palestine. Et les Wahhabites, ils ont avant, ils ont interdit quand personne il a explosé lui-même dans l'autre. Par exemple, ils ont dit sur les attaques à Tel Aviv par les Palestiniens, les Wahhabites, ils disent c'est interdit, c'est haram, c'est pas comme l'islam. Et commence avec Bin Laden. Quand Bin Laden il est sorti d'Arabie Saoudite en 90, quand le roi Fahd il a demandé des armes américaines pour libérer Koweït, parce que Bin Laden il a proposé qu'il a fait djihad contre Saddam Hussein pour sortir Saddam Hussein de Koweït, et le roi Fahd il a refusé. Et Bin Laden il est sorti d'Arabie Saoudite dans cette période. Et après, ils ont mélangé, je trouve qu'Al-Qaïda, ils ont mélangé quelque chose de wahhabite salafiste avec quelque chose de frères musulmans, quelque chose de politique. Les wahhabites, ils sont extrêmes, mais ils sont aussi apolitiques. Apolitiques, apolitiques. Ils ne sont pas intelligents comme frères musulmans. Ils sont plus des stratégies. Qui ne sont pas intéressés par la politique, on va voilà, dire. ils ne sont pas intéressés par la politique. C'est la langue française. Voilà. Et les questions de monsieur, la relation entre Arabie Saoudite et Israël. En fait, Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de ports d'Iran. Ils ont essayé toujours pour réduire la politique iranienne au Moyen-Orient. L'influence de la politique iranienne. Voilà, au Moyen-Orient. Et les choses plus importantes, l'Arabie Saoudite, il n'a jamais avant dit Israël en l'état légal. De reconnaître la légitimité. Voilà. Juste après 11 septembre, quand la famille royale, ils ont trouvé situation grave, nouvelle situation grave, parce qu'il y a 15 mecs saoudiens qui participaient dans l'attaque 11 septembre. Le roi Abdullah, il a dit, si Israël donne les Palestiniens leur trottoir, on va dire d'accord aussi pour Israël pour exister en Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, bien sûr, l'Arabie Saoudite ne peut pas traverser la souffrance palestinienne, mais je pense, oui, c'est vrai, ils sont avec Israël, travaillent ensemble pour réduire la politique iranienne au Moyen-Orient. Voilà. Oui, pour répondre au monsieur qui dit qu'on est cosmétique,
D'abord, le thème, c'était pas vraiment les relations internationales, hein, c'était vraiment la monarchie El Saoud. Alors moi, je suis bête et disciplinée, donc je fais ce qu'on me demande. Mais bien sûr, on va parler des questions régionales et internationales, et bien entendu, la question israélienne et yéménite est fondamentale. Je les sous-estime pas du tout. Pour rebondir sur ce que dit Rafat, moi j'étais à Riyad en décembre 2017 quand il y a eu la fameuse annonce de Trump pour déménager l'ambassade à Jérusalem. Et toutes les rumeurs sur la collusion, effectivement, de Mohammed Ben Salman avec Israël, etc., des voyages qu'on lui aura attribués, des relations, etc., étaient c'était très, très mal vécu en Arabie Saoudite, hein, très, très mal vécu. Et il a fallu que le roi Salman en personne rebondisse et fasse une déclaration très ferme en disant « Jérusalem, sera la capitale de la Palestine ». Et on reste sur l'initiative arabe de paix dont parlait monsieur. C'est notre politique, jamais on ne passera là-dessus. Pour justement essayer de calmer le jeu, parce que c'est vrai que le jeune MBS, lui, il a une vision très business du Moyen-Orient. Lui, ça ne le dérangerait pas du tout que des start-up israéliennes fassent Neom, la fameuse cité là, robotisée, futuriste, là, qu'il veut établir d'ici 25 ans. Il a une vision très business, hein, comme Mohammed bin Zayed aux Émirats Arabes Unis. C'est vraiment le nouveau modèle de ces dirigeants. Seulement, quand on est destiné à devenir le futur roi d'Arabie Saoudite, une vision business du Moyen-Orient, c'est extrêmement fragile. Et donc là, de toute façon, le roi, c'est pas MBS aujourd'hui, hein, c'est le roi Salman, et contrairement à ce qu'on entend, c'est sa ligne à lui qui est suivi. Et son fils ne peut rien faire sans la décision de son père. Donc pour le moment, le garant quand même, absolu, c'est le père. C'est pourquoi, et là je vais rebondir sur la guerre au Yémen, c'est pas MBS qui a déclenché la guerre au Yémen. Certes, c'est le ministre de la Défense, mais jamais sans la volonté et la décision du père et de tout l'appareil sécuritaire saoudien, cette guerre n'aurait pas été déclenchée, d'autant qu'elle a été déclenchée contre l'avis des États-Unis. Hein. Donc c'est vrai qu'avec le déclenchement des printemps arabes, si vous voulez, vous avez une Arabie saoudite qui est toute nouvelle et qui devient interventionniste, ce qu'elle n'a jamais été. Parce que l'Arabie a toujours accolé sa stratégie régionale et internationale sur les États-Unis. Simplement, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point les Saoudiens ont été traumatisés par le passage d'Obama. Hein, pour eux, c'est... Et puis, Trump, il l'idéalise pas tant que ça. Tant que les avis convergent pour contenir l'Iran et contenir l'influence de l'Iran dans la région, même malgré cette décision catastrophique des États-Unis de se retirer de l'accord nucléaire, les Saoudiens en sont très contents de ça. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire que les Saoudiens et les pays du CCG se sont sentis totalement abandonnés par la stratégie américaine qui ne convergeait plus du tout avec leurs intérêts. Hein. De même, quand ils sont intervenus avec les Émirats Arabes Unis à Bahreïn pour mater le soulèvement à Bahreïn en mars 2011, ça s'est fait contre l'avis des États-Unis. Hein. Mais évidemment, il y a une base américaine, les Saoudiens préviennent, évidemment. Mais ça s'est vraiment fait contre l'Arabie. Pareil pour la guerre au Yémen. Et les États-Unis ont été contraints, puisque c'est eux qui vendent 95% du matériel utilisé dans cette guerre au Yémen, aux Saoudiens. Ils sont obligés de les accompagner en termes d'intelligence, etc. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a cette dramatique situation auprès du port de Hodeïda, hein, sur la mer Rouge, où les Émiratis et les Saoudiens sont sur le point, vraiment, ils ont totalement étranglé ce port qui, dit-on, importe 70% de tout ce qui est nourriture, biens, médicaments pour la population yéménite, qui est vraiment étouffée. Et les États-Unis s'opposent à ce que les Émiratis parce que c'est eux qui sont quand même sur le terrain, ils ont des forces sur le terrain, alors que les Saoudiens, eux, ce sont que des frappes aériennes. Les Émiratis, même s'ils ont une toute petite armée, ont envoyé des soldats sur le terrain et évidemment monnaient la chair à canon des Soudanais, etc. Mais c'est eux qui organisent sur le terrain, si vous voulez, les offensives terrestres, etc.
Mais les États-Unis s'opposent toujours à ce qu'il y ait, malgré le siège, à ce qu'il y ait une attaque, parce que ça pourrait faire plus de 250 000 morts. Et donc c'est extrêmement tendu. Mais les Saoudiens, moi quand j'étais encore en décembre 2017, je me souviens, j'y étais quand Ali Abdallah Saleh avait été assassiné par les Houthis. Les Saoudiens avaient ce mot d'ordre de dire jamais on ne s'arrêtera, parce que tant qu'on reçoit des missiles chez nous, ils en font toute une affaire de sécurité intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui inonde les médias saoudiens. Donc pour en revenir aussi à votre autre question sur comment c'est perçu au sein de la population saoudienne, alors je dirais d'abord que les gens n'en parlent pas. N'en parlaient pas. Hein. Alors évidemment, quand on aborde la question, c'est sensible. C'est vrai que, parce que vous avez quand même un tiers de la population saoudienne est d'origine yéménite. Hein. Donc vous avez tout le sud saoudien, c'est le Yémen. Hein. Donc c'est quasi le même pays. Donc c'est vrai que les Saoudiens, c'est des gens qui ont également du bon sens, hein, et qui disent, oui, c'est... Et puis surtout à cette époque, on n'en voyait pas l'issue. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, visiblement, les Houthis sont acculés, et il faut espérer que l'envoyé spécial de l'ONU arrive à imposer une négociation plutôt que les Saoudiens et les Émiratis attaquent le port d'Hodeïda. Mais ce qu'ils veulent, on se demande s'ils veulent pas. Les Saoudiens pensent que la capitulation ne peut se faire d'abord que sur le plan militaire. Mais ça devient déjà un problème de sécurité nationale chez eux. Et puis, de toute façon, même si les Houthis sortent de Sanaa et de Hodeïda et de tous les ports qu'ils détiennent, le conflit sera loin d'être terminé. Hein. C'est une autre étape qui ne fera que commencer. Et vous avez 25 millions de Yéménites qui sont haineux, hein, quand même, vis-à-vis des Saoudiens. Et ne parlons pas des Émirats arabes unis qui sont taxés de nouvelles puissances coloniales. Et ça, pour les Saoudiens, ils sont un petit peu habitués à ces tensions avec les Yéménites, mais les Émirats, c'est une première, hein, quand même. Hein. Donc, c'est une zone, la péninsule arabique, en dehors du Yémen, qui a toujours, malheureusement, ça fait plus d'un siècle que le Yémen connaît la guerre, même si c'est pas avec une telle intensité, parce que les armes utilisées ont totalement détruit le pays, et on parle de la catastrophe humanitaire la plus terrible de ce siècle. Mais en revanche, c'est vrai qu'on n'a jamais vu une telle agressivité, une telle tension dans cette région qui était quand même la région du monde arabe la plus épargnée. Hein. Et là, ce que je disais, le climat délétère, etc., très tendu, ne serait-ce qu'entre membres du même pacte régional, et puis cette guerre au Yémen, c'est du jamais vu. Donc ça risque d'être une situation qui se prolonge sur le longtemps. Donc, pour le moment, effectivement, le couple saoudo-émirati semble sortir renforcé, mais jusqu'à quand? Et puis, de toute façon, ils ont entre eux déjà déjà même sur le Yémen, ils ne sont pas d'accord sur tout. Et puis, ils n'ont même pas réglé leurs problèmes structurels de frontières. Donc, ils ont beau être les meilleurs amis du monde, on ne sait pas ce que ça va donner demain. Voilà. Et quelle est en réalité la force de l'armée saoudienne? Bah oui. Non, c'est pour l'enregistrement. Et donc, quelle est la réalité de l'armée saoudienne? De la force de l'armée saoudienne. Bon. Bah écoutez, ils ont les armements les plus... votre question, il y a la réponse dans votre question, madame. C'est vrai qu'ils ont les armements les plus sophistiqués, mais c'est aussi, si vous voulez, la faiblesse de cette armée, elle est aussi caractéristique de la structuration du pouvoir al-Saoud. C'est-à-dire que les al-Saoud n'ont jamais voulu une armée très forte. Hein, vous aviez la garde nationale, qui était un petit peu un contrepoids, et vous avez une autre armée terrestre, qui était le ministère de l'Intérieur. Et donc, on n'avait pas, si vous voulez... Il n'y a jamais eu, comme en Égypte, en Algérie ou en Irak, cette volonté de mobilité, justement, et d'ascension sociale par le vecteur militaire et l'appareil sécuritaire. Il n'y a pas cette tradition du tout dans le Golfe.
Alors aujourd'hui, ça tente à changer. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, c'est clair que Bin Zayed, lui, c'est le grand ordonnateur de cette nouvelle armée ultra sophistiquée, cette Little Sparte, là, cette petite Sparte ultra équipée, mais très bien entraînée. Et donc, il y a une volonté de ce point de vue-là de changer. Et il y a également l'exemple omanais, où effectivement, Oman avait une armée plutôt bien entraînée aussi. Mais en Arabie Saoudite, ça n'a jamais été le cas. Alors aujourd'hui, ça va changer. Ça change, puisqu'il y a une volonté. Alors ce sont des cabinets américains qui sont en train de restructurer tous les ministères. Enfin, toute cette réforme dont on parle, c'est clairement des cabinets occidentaux et à tel point qu'il y a des critiques qui pointent et qui disent mais vous êtes en train de vendre notre pays à des officines étrangères. Parce que c'est vrai que ce sont les McKinsey, les PwC, etc., qui restructurent, si vous voulez, mais méthodiquement, si vous voulez, ces ministères en donnant, si vous voulez, des sortes de feuilles de route pour donner des objectifs et essayer de rendre cette armée plus efficace, avec un nouveau mode de sélection, etc. Ce qui est pas en soi mauvais, mais ça va prendre au moins 30 ans. Hein. C'est des choses qui... Et les Émirats sont également en pointe pour conseiller les Saoudiens en la matière aussi. Vous voulez dire quelque chose sur ce sujet de l'armée ? Ou pas spécialement ? Non. Alors, est-ce qu'il y a une autre... oui, on va prendre une autre série de questions. Anne, il y a madame devant. Ah, d'accord, bah allez-y, et puis après on verra. Merci. Pardon, oui, moi c'est à propos de... Je veux dire, quand on voit la situation actuelle entre la quasi-prise d'otage du président libanais, en mépris de tout le droit international, l'intervention au Yémen, avec des mercenaires guatémaltèques et le combat avec le Qatar. Il y a un air de panique quand même du côté saoudien. Bien sûr. Une panique telle que ça emmène jusqu'à s'allier avec Israël et même à laisser les femmes conduire. Et je dis ça, en 1994, à l'aéroport de Kennedy, il y avait un numéro du New Yorker qui avait été laissé par quelqu'un. Il y avait un article d'un universitaire américain d'origine israélienne qui était intitulé The Imminent Fall of the House of Al Saoud. La chute imminente de la maison des Al Saoud. En 1994. Ça fait 50 ans qu'on dit ça. Hein. En 1980. Oui, ben justement, je me demande si maintenant... Et c'est vrai que c'était pas. Je me demande si maintenant la question ne se pose pas. À cause d'un truc qu'on a cité qu'une seule fois, c'est le 11 septembre. Et l'Arabie Saoudite, avant le 11 septembre et l'Arabie Saoudite après le 11 septembre, c'est pas du tout la même chose. Parce que l'Arabie Saoudite, elle a toujours vécu sous les protections en béton des États-Unis. Et tout ça s'est effondré le 11 septembre. Avant le 11 septembre, l'ambassadeur des États-Unis, pendant 20 ans, c'était Bandar bin Sultan, pas bin Salman, bin Sultan. Et il entrait sans frapper à la Maison-Blanche. Il y a des Américains qui, pour avoir accès au président George Bush père à l'époque, passaient par lui. À partir du 11 septembre, en l'espace de quelques mois, c'est les néoconservateurs qui sont venus avec leurs conseillers, l'islamologue et islamophobe, d'ailleurs Bernard Lewis, et Fouad Ajami, l'universitaire américain d'origine libanaise chiite, qui ont imposé, qui ont fait croire à George Bush que les chiites étaient les juifs de l'islam. Et qu'en optant pour les chiites, il allait renverser. C'est là le pivot qui est passé des sunnites aux chiites. Et Obama n'a fait que suivre ça. Il n'a absolument pas renoncé au pivot vers les chiites. Et donc l'Arabie Saoudite, elle n'a absolument plus le parapluie en béton des États-Unis. Et en plus, aux États-Unis, c'est vraiment au fin fond de la population, dans le dernier petit... J'étais dans une île pratiquement déserte au large du Connecticut. Il y avait un artiste local qui avait fait un monument pour les victimes du 11 septembre. Tout le monde, partout, les États-Unis, c'est le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'est les Saoudiens.
19 des 15 sur 19. 15 des 19. Oui, 15 des 19. Est-ce que vous avez une question, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le temps passe. Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il n'y a pas panique à bord en Arabie Saoudite? Merci beaucoup. Il y en avait encore une autre question là. Et madame devant. Oui. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Je suis doctorant, je travaille sur l'Arabie Saoudite. Et ma question, elle est un petit peu, on va dire, pointue par madame. En fait, la question, comme vous le savez, la création de l'État saoudien, à partir de 1744, donc le pacte de Nejd qui a été scellé entre Mohammed bin Abdel Wahhab et également la famille Saoud, la question est la suivante. Qui a porté l'autre? Est-ce que l'idéologie wahhabite a créé l'État ou les Saouds ont créé l'idéologie? J'essaie au fur et à mesure de... Ça, la première question. La deuxième question est la suivante. Pour vous, en tant que chercheuse, madame, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mythe, le récit, la façon comment on a créé l'Arabie Saoudite? Comme vous le savez, chaque nation a son mythe pour créer une nation. Comment ça se fait avant 1744? On ne parlait pas de wahhabisme. Après 744, on parle comme par hasard du wahhabisme. Deuxième question. Et la troisième question, dernière, excusez-moi. Oui. Vous parlez du wahhabisme, on ne parle pas du hanbalisme. À savoir que le wahhabisme et le hanbalisme, c'est la quatrième école. Comment ça se fait? Est-ce que pour vous, le wahhabisme est du hanbalisme politique? Puisque le hanbalisme a toujours existé, j'allais dire un peu partout dans le monde musulman, et ça n'a jamais posé de problème. Comment ça se fait? À partir de 1744, il commence à poser problème. Voilà, merci. Anne, il y a madame devant, et puis on va répondre. On va laisser. Merci. Moi, c'est une question pour Rafat. Je voulais connaître les conditions dans les prisons saoudiennes, parce que je crois que vous avez fait un séjour, il me semble. Et les conditions dans les prisons saoudiennes, je crois que vous avez fait un séjour, oui. Par rapport aux prisons des dictatures environnantes, quoi. Syrie. Voilà. C'est quand même moins pire. Alors. Oui, d'abord, je vais vous répondre à cette question. Il n'y a pas dans le Moyen-Orient de prison comme Syrie. Plus pire de prison de Syrie. Voilà, il n'y a pas. Moi, j'étais en l'Amn al-Askari, le militaire. Sécurité militaire. Sécurité militaire, c'est les photos de César qui est sorti de ce centre à Damas. La situation en Syrie, elle est horrible. Voilà. En Arabie Saoudite, en fait, moi, j'étais 2 mois dans une pièce toute seule, après 4 mois avec les gens, Jama'a. Un groupe. Dans une cellule partagée, 2 mois à l'isolement et 4 mois dans une cellule partagée. Et après 1 an et 6 mois aussi toute seule avant que je suis sorti. J'étais 7 mois sans... j'étais 7 mois, je ne connais pas, sans journaux, sans télévision, je ne connais pas ce qui se passe à l'extérieur. Juste, je peux appeler ma famille, ma mère, une fois par 2 semaines. Donc, chaque mois, je l'appelais 2 fois. Mais moi, je n'ai pas dit pour ma mère que je n'ai pas... Toujours, je l'ai dit, la situation est très bien, il y a des gens bien avec moi, parce que ça ne change rien pour elle. Mais en Arabie Saoudite, je peux par exemple faire une greffe de manger et améliorer ma situation. Par exemple, quand le soldat il a ouvrir la porte, je donne ma main et
je le dis non, je ne reviens pas. Je demande la responsable dans notre section. Et elle est revenue. Il y a en général, il y a situation, il y a par exemple médecin, toujours il existe. Il n'y a pas torture dans nos prisons. Il y a torture, oui, pour moi et pour en général, je parle en général, dans les prisons en Arabie Saoudite, la torture, elle est rarement, elle est par les personnes qui font enquête. Mais dans la prison, il n'y a pas. Donc c'est plus avant l'incarcération, peut-être il peut avoir pour obtenir à l'interrogatoire, voilà. À l'interrogatoire, c'est ça. Et aussi, c'est pas tous les gens, c'est juste avec quelqu'un qui a d'informations, par exemple, une voiture piégée ou quelque chose comme ça. Ils ont utilisé les tortures, oui. Mais comme je te dis, elle est réduite. Elle est torture pas gratuite. En Syrie, chaque personne entrée dans la prison, elle va trouver torture. Voilà, c'est la question. Question le monsieur, 11 septembre. C'est en fait, c'est juste avec Obama, quand il avait... je pense pas les États-Unis qu'ils ont fait politique avec les sunnites ou les chiites sur cette question, non. Mais Obama, quand il est arrivé, il est arrivé pour faire politique au contraire de George Bush. Donc, il a cherché le pays toujours. Donc, il cherche le pays avec un État plus grand et qui il n'a pas de relation avec les États-Unis. Il a fait la relation avec l'Iran et ils ont fait le contrat pour nucléaire. L'accord nucléaire. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, parce qu'il a fait ça avec l'Iran, il a s'est orienté. Il a ignoré la situation en Syrie, il a ignoré le crime du régime syrien, et il a ignoré les mains de l'Iran au Moyen-Orient, en Yémen par exemple. Et ça, cette politique, la famille, la personne, les Saoudiens en général et la famille royale en Arabie Saoudite, ils ont vraiment énervé de ça et ils ont peur parce que l'Arabie Saoudite, depuis 1945, quand le roi Abdelaziz il a fait rencontre avec je pense Nixon, président Roosevelt, président des États-Unis, ils ont toujours des relations très bien. Sans les États-Unis, l'Arabie Saoudite, il ne peut pas rester. Du coup, est-ce que le soutien des États-Unis va continuer malgré, dans une époque post-11 septembre? Bien sûr, et moi, en général, c'est mon opinion personnelle. Je suis comme un opposant contre la famille royale en Arabie Saoudite. Et toujours, j'ai critiqué l'Arabie Saoudite si j'ai écrit ou si j'ai partagé sur les médias, par exemple. Mais en général, j'ai jamais demandé qu'on tombe l'État en Arabie Saoudite. Parce que je suis sûr s'il y a l'État en Arabie Saoudite, elle va tomber, on va voir quelque chose plus pire que peut-être. Je suis fixé en Arabie Saoudite. Une stabilité.
stabilité en Arabie Saoudite. Et je pense que, parce que moi, mon génération, par exemple, moi, je n'ai pas nationalité saoudienne, mais je suis saoudien, malgré que je n'ai pas nationalité saoudienne, parce que j'ai habité longtemps. Et, chaque génération en Arabie Saoudite qui est arrivée, ils ont plus ouverture que l'avant. Que la génération précédente. Voilà, que la génération précédente. Et je vous donne un exemple, par exemple, Ma'rad al-Riyad al-Kitab, la salle de livres en Riyad, elle est la plus salle qui vend les livres. Et moi, j'étais dans le club philosophique avec des gens saoudiens qui maintenant ils sont journalistes. Parce qu'après l'Internet, j'étais toute seule, comme un mec laïque, mais toute seule. Il n'y a pas autre laïque. Mais après l'Internet, on se rencontre. Et j'étais dans un club pour philosophie. Moi, j'ai trouvé en Arabie Saoudite l'intellectuel. Ils ont lu des livres philosophie beaucoup. On a fait un club philosophie et chaque semaine on se retrouve et on a parlé sur un livre philosophie chaque semaine, par exemple Spinoza, blablabla. Voilà. La question, donc je suis optimiste en général sur l'Arabie Saoudite. La question de monsieur qui fait l'autre, les Wahhabites fait l'État ou l'État fait Wahhabite, en fait, c'est comme une voiture. C'est comme une voiture. Quand quand le rôle bouge, la voiture bouge aussi. Les deux ensemble. Les deux. Mais après l'État, quand Abdelaziz il a dit je suis roi maintenant, l'État qui fait le mouvement wahhabite, mais aussi qui réduit les wahhabites, qui fait université pour wahhabites, qui fait discours wahhabite, quelque chose comme ça, qui aussi idée l'université qui publiait les idéologies wahhabites dans tout le monde. Pour diffuser l'idéologie. Voilà. Par exemple, Jamiat l'imam Mohammed bin Saoud, il est dans tout le monde. Avant, j'ai un ami saoudien, communiste, il m'a dit si tu cherches Jamiat Mohammed bin Saoud, tu vas trouver les terroristes. Par exemple, les terroristes qui font exploser un Indonésien dans il s'appelle... le responsable de l'attentat. Voilà, le responsable de l'attentat, elle a étudié dans cette université. Mais en général, ils ont contrôle. Les politiques, elles contrôlent. Voilà, ils ont contrôle et ils peuvent changer quelque chose pour le meilleur. Et la deuxième question entre les Hanbalites et les Wahhabites, en fait, le premier l'État en islam qui a pris l'idéologie salafiste, c'est l'Arabie Saoudite. Avant l'Arabie Saoudite, il n'y a pas dans tout l'islam un État salafiste. Toujours l'État était ash'ari ou autre chose, parce qu'on a dit en général les sunnat, hanbali, shafi'i, hanafi, maliki. C'est pour fiqh, pour halal et haram. Mais les 4 écoles du droit islamique. Les 4 écoles. Mais pour l'idéologie, on a autre chose. On a salafiste, on a maturidi, c'est Afghanistan, Pakistan. On a ash'ari, c'est l'idéologie qui est faite par Abul Hassan al-Ash'ari. D'abord, il était
il s'appelle Al-Qadiri, parce que le Khalifa Al-Qadir qui demande pour la paix. Et l'Ash'ari, l'Aqida al-Ash'ariya, il a mélangé les Mu'tazila avec les salafistes, avec les Hanbalites. Parce qu'après, quand l'État de Bani Umayya islamiste à Damas tombé, les salafistes, toujours, ils ont nostalgie pour cet État. Au contraire, l'État abbasi, les Mu'tazila arrivent plus fort dans cet État. Et on a aussi le quatrième, l'idéologie al-Zahiri, al-Aqida al-Zahiriya. C'est par Ibn Hazm al-Zahiri en Andalousie. Ils ont posé autre question. Ibn Hazm al-Zahiri, il était cheikh, et lui aussi qui écrit Tawq al-Hamam al-Andalus. Voilà. Nous avons juste aussi un article sur l'histoire des clubs littéraires et des clubs philosophiques en Arabie Saoudite dans le numéro de... Oui. Dans la demeure, oui, alors juste en complément de tout ce que vient de dire Rafat, alors y a-t-il péril dans la demeure en Arabie Saoudite? C'est pas une question très originale. Hein. C'est à chaque fois qu'il y a une succession, on dit que la maison Al Saoud est sur le point de s'effondrer. Ceci dit, il ne faut pas que je sois aussi caricatural, parce qu'on peut avoir des raisons de se poser quand même ce type de questions. Hein. Mais c'est vrai que plus on est extérieur à ce pays, plus on est convaincu que quand il y a des changements, ça ne va pas tenir, ça va se casser la figure. Et plus on travaille sur l'Arabie, et plus on connaît l'Arabie Saoudite, et je serais assez d'accord avec Rafat, sans dire que je suis optimiste, hein, mais moi je ne crois pas du tout à la possibilité, une seconde, que l'État saoudien peut s'effondrer comme ça. Enfin, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Si un État autoritaire qui concentrait tous les pouvoirs, tous les secteurs de l'économie s'effondraient comme je sais pas, une maison d'allumettes, un château de sable, ça se saurait. Donc c'est pas sérieux. Mais ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas au vu des transformations actuelles, parce qu'on assiste effectivement à un bouleversement révolutionnaire de la monarchie Al Saoud. Alors, quand je dis révolutionnaire, ça reste une monarchie Al Saoud, hein, mais c'est plus la monarchie dynastique, familiale, qui avait cette résilience. Hein. Aujourd'hui, on va vers un pouvoir sultanique, et c'est un précédent. Ça s'est jamais vu, même sous Ibn Saoud a créé son État justement pour faire survivre sa descendance, et que cette descendance-là survive sur le partage des pouvoirs. Il n'aurait jamais imaginé qu'un de ses fils puisse décider de manière autoritaire de choisir un lignage, puisque c'est ce qui s'est passé. Il a choisi parmi tous les lignages sa descendance à lui, et parmi sa descendance, l'un des fils les plus controversés. Hein. Donc c'est pas simple comme choix. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Hein. Et le fait que Bin Salman aujourd'hui ne puisse pas, si vous voulez, faire autorité sur le plan de sa légitimité comme ses prédécesseurs, ça pose également question. Hein. Aujourd'hui, Bin Salman a une obligation de résultat, ce qui n'était jamais le cas des rois précédents. Et il est obligé de répondre aux aspirations qu'il a créées. Il va devoir créer massivement des emplois aux jeunes. Et là, en 2 ans de promesses, le taux de chômage s'est un petit peu renforcé. Hein. Alors, il y a beaucoup d'expatriés qui s'en vont, mais ce n'est pas les Saoudiens qui vont aller travailler dans le BTP. Hein. On voit de plus en plus des gens servir dans les pompes à essence, des Uber, etc. Ils sont saoudiens, hein, des réceptionnistes dans les hôtels. Et ça, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on disait c'est impossible, ça se fait. Mais ce qui est assez intéressant dans la démarche de Ben Salman, c'est ce côté... ça va nous rappeler notre Macron national, mais le côté méritocratie, si t'en veux, tu auras. Vraiment, il y a tout ce discours, mais très clairement adressé à la jeunesse, et ce qui fait que, pour la première fois, on a quasi une bipolarisation créée par le prince héritier au sein de la population, où il s'est créé un public acquis à lui, la jeunesse, les moins de 30-35 ans, qui comprennent son logiciel, et les générations au-dessus et les élites hein, aussi sont soit sceptiques, soit reçoivent assez mal le message. Mais en tout cas, comme il le dit toujours, j'ai 70% de la population pour moi. Hein. Il passe son temps à le dire, 70% de moins de 30 ans, il exagère, il y en a 60. 60% de moins de 30 ans, mais force est de constater que c'est vrai que cette nouveauté, cette nouvelle Arabie Saoudite,
Et puis le fait que le prince, puisque monsieur parlait de récit national, il réécrit le récit national saoudien. Pour la première fois, on assiste à la volonté de créer une nation, parce que la nation saoudienne n'existe pas. L'État saoudien existe, mais pas la nation. Et lui, ce qu'il veut, c'est créer une nation autour de sa personne. Alors, jusqu'où ça va aller? Effectivement, il y a tout ce nouveau récit national de réécrire l'histoire depuis le site nabatéen, Madain Saleh, etc., alors qu'avant, c'était haram. Tout ce qui était pré-islamique était... Donc c'est quand même assez intéressant, hein, tout ce qui est mis en place. Parce qu'on assiste vraiment, de ce point de vue, à une transformation structurelle réelle. Qu'est-ce que ça donnera? Moi, je pense que plus que le religieux, c'est véritablement, en termes économiques et sociaux, comme partout dans le monde, que Ben Salman sera jugé. Maintenant, monsieur parlait de... on ne parlait pas de wahhabite avant 1744, et les Saoudiens ne parlent jamais du mot wahhabite. Il est proscrit dans le langage saoudien. C'est un terme qui a été inventé par les Occidentaux. De quoi on parle? Et d'ailleurs, Ben Salman avait donné et qui avait été perçue comme extrêmement provocante, je crois que c'était aux États-Unis. Mais c'est vrai que quand on va en Arabie Saoudite, les gens disent mais de quoi vous parlez? On est salafiste, musulman, mais wahhabite, ça n'existe pas. C'est une construction de l'esprit occidental. Hein. Alors on leur dit oui, mais nous on parle même de royaume wahhabi, ce qui est en plus de ça une absurdité, parce que très sincèrement, le wahhabisme est minoritaire en Arabie Saoudite. Hein. Vous avez beaucoup le sud, vous avez des poches d'ismaéliens, vous avez surtout des chafi'ites. Le Hijaz, c'est un mélange, c'est le pèlerinage, c'est la Mecque depuis toujours, donc il y a un mélange des écoles de jurisprudence, etc. Et vous avez le Najd, qui effectivement a été hégémonique en termes de doctrine, et a diffusé donc cette doctrine wahhabite, parce que c'était le pendant effectivement de l'État al-Saoud. Ce qui est aujourd'hui moins le cas, puisque Bin Salman contribue à éroder le pouvoir de l'establishment religieux, même si on a vu qu'il y a eu effectivement une réaction, et je pense que l'emprisonnement de ces pacifistes, de ces féministes et de ces militants dernièrement est lié aussi au fait qu'il doit quand même redonner des gages à l'establishment religieux qu'il a un petit peu trop bousculé. Mais c'est parce qu'il a besoin de cet establishment extrêmement légaliste et loyaliste, et donc apolitique, pour mieux combattre justement les sahwistes, donc les salafistes d'imprégnation frères musulmans. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce rééquilibrage, et que finalement il s'est dit tiens, j'ai peut-être donné le ton des réformes, bon, c'est moi qui donne le rythme, et quand on surpasse mon rythme, bon ben voilà, ça va plus. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette entre guillemets phase cette nouvelle phase d'arrestation, et puis qui s'est renforcée avec l'arrestation de, je crois hier ou avant-hier, de 2 autres femmes qui ont été emprisonnées pour avoir soutenu justement les militantes emprisonnées. Donc voilà, je m'arrêterai là. On va peut-être arrêter cette rencontre. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions.